Bonsoir à toutes et à tous. Claude Barthelone est une parole libre dans la majorité. Le président de l'Assemblée nationale a montré qu'il savait assumer son ambition et dire ses désaccords. Et ça tombe bien, car le moment politique est inédit. Un président essoré à la mi-mandat, une situation économique qui se dégrade, une gauche qui se déchire et enfin, pour finir, une affaire qui mêle le secrétaire général de l'Élysée à la guerre Fillon-Sarkozy. Claude Veil interpellera mon invité sur un sujet qui va finir par devenir essentiel, la réforme des institutions. Posez vos questions à Claude Barthelone par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Oui. Dans la famille Barthelone, voici Tignas Brune, le jeune frère de Claude, Renato. Voilà. Ça va? Bon, ça va. Celui qui a réussi dans la famille, comme je le dis régulièrement. Parce que, vous voyez, la classe, il est sur une scène, il a un restaurant où c'est devenu très difficile pour son frère d'avoir une table, tellement il faut s'inscrire à l'avance, mais enfin, ça va. Voilà. C'est mon petit frère. Ça, vous savez que ça, c'était le plat que faisait ma mère, ça. Ah oui, oui. Ah, c'est quoi ce plat? Le poivron à la sicilienne, des poivrons coupés. Vous mangez ça. Et la complicité de ces fils d'immigrés siciliens, fiers de leurs racines, la Sicile, sans doute l'origine d'un surnom qui colle à l'ancien patron du Conseil général de Seine-Saint-Denis, Don Bartolone, pas vraiment à son goût. Je ne supporte pas parce que lorsque c'est dit avec mépris, il y a une dimension raciste. Je ne cesse d'insister sur cette dimension-là. Vous imaginez quand d'un seul coup, au bout de la deuxième génération, vous prenez la caricature du pays d'origine de vos parents. Vous imaginez ce que ça contient comme violence? Ciao fratello. Monsieur le Président. Voilà, c'est parti. Non, on attend que la garde se remette en place et on y va. Voilà. Je n'ai jamais connu une journée ici sans recevoir une émotion. Je sais où je suis, je sais d'où je viens et je sais ce que représente cette symbolique, la présentation des armes au président de l'Assemblée nationale. Il y tient au rite républicain, le président de l'Assemblée nationale. Vous venez avec moi là? Maître du prestigieux hôtel de la Sey, visite guidée avec celui que son père destinait au métier de garagiste et qui a su gravir les marches du pouvoir. Un gamin pauvre de Seine-Saint-Denis, devenu 4e personnage de l'État. Là, vous êtes dans mon bureau. Aujourd'hui, Bartho côtoie les grands de ce monde. Obama et Poutine pour le clin d'œil. Obama, oui, c'est un vrai pro. Je l'ai toujours dit. Vrai pro de l'Assemblée, garant des droits de l'opposition. C'est aussi l'image qu'il donne dans l'hémicycle. Comme jeudi dernier, un incident de séance. Cécile Duflot réclame 1 minute de silence pour Rémi Fraisse. Je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Je vais devoir vous retirer la parole, Madame Duflot. Barthelone, le rusé, avait vu le coup venir. J'étais sur vigilant. Voilà. Bartho, le roi des réseaux, l'ami du président Hollande et de Martine Aubry. Et ses amitiés vont bien au-delà de son propre camp. Nous sommes tous les deux chasseurs. Vous n'avez pas encore chassé ensemble? Si, ça a déjà arrivé. Vous avez chassé où? Je sais plus, je crois que c'était dans l'Aube la dernière fois. Je sais quoi? Sanglier. Est-ce que vous le voyez aller plus loin? Le seul qui décide en la matière, c'est le président de la République. Et je ne suis pas sûr que si j'apportais mon soutien à Claude Barthelone, ça l'aide beaucoup. Le militant toujours prêt au combat, l'ancien lieutenant de Fabius, serait-il devenu une figure consensuelle au-dessus des partis? Je ne suis pas la reine d'Angleterre, comme je le dis souvent. Je suis un militant politique. Je suis membre du Parti socialiste, je suis adhérent au groupe socialiste. Donc il y a le moment où je préside l'Assemblée et où j'ai cette volonté de respecter la majorité de l'opposition, mais dans le même temps, lorsque mes amis se réunissent, bien entendu, je suis avec eux. Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Alors naturellement, nous reviendrons sur le militant Claude Barthelone évoqué dans ce portrait qui vous est consacré, signé Fabrice Hauss et Joël Lefebvre. Mais d'abord, cette affaire qui met la classe politique en ébullition. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, admet ce soir que François Fillon
ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle à l'UMP, lui a bien parlé de l'affaire Big Malion et des pénalités pour la campagne de Nicolas Sarkozy lors d'un déjeuner. Il avait nié avoir participé, avoir reçu les propos de l'ancien Premier ministre lors de ce déjeuner jeudi. Il fait machine arrière. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la parole du secrétaire général de l'Élysée? Bien sûr. Dans ce que vous venez de décrire, que quelqu'un comme M. Fillon ait le courage de dire le côté inadmissible d'une affaire comme Big Malion ou le financement de la campagne de M. Sarkozy, ça me paraît tout à fait normal. Je pense que M. Fillon est un homme honnête et qu'il soit révolté par ce genre de pratique, ça me paraît normal. Qu'il puisse rencontrer le secrétaire général de l'Élysée aussi, ça me paraît normal. La démocratie, c'est pas la guerre civile. Non, ça vous paraît normal que le secrétaire général de l'Élysée demande toute intervention de l'ex-premier ministre auprès de lui concernant des affaires judiciaires de M. Sarkozy jeudi, et que dimanche soir, ils disent « En fait, si, ça vous dérange pas, ça ?» Qu'il y ait une maladresse de sa part pour essayer de garder une dimension secrète dans cet échange. Mais regardez, la finalité de cette histoire, c'est que on peut bien constater qu'avec le président François Hollande, il n'y a plus de Paul Bismuth à l'Élysée. Il n'y a pas de possibilité de faire pression sur la justice. Il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur la justice. Et pour moi, ça me paraît essentiel. Qu'il y ait des haines au sein de la droite, tout le monde le savait. Qu'il puisse y avoir des discussions entre un responsable de droite et le secrétaire général, je trouve que c'est d'une bonne santé démocratique qu'il puisse y avoir ce genre de contact. Si ces propos ont été tenus, c'est pas un problème. Que l'ancien Premier ministre François Fillon dise au secrétaire général de l'Élysée lors d'un déjeuner « Il faut taper vite » à propos des indemnités qu'aurait dû verser Nicolas Sarkozy à l'UMP. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais c'est la démonstration qu'avec le président Hollande, ce n'est plus le président Sarkozy qui est à l'Élysée. Et qu'il n'y a plus de possibilité de la moindre intervention en direction de la justice. Comment est-ce que vous pouvez être si sûr de vous, Claude Barthelone, en disant cela? Parce que j'en suis certain. À la fois, je connais le président Hollande, et puis regardez le nombre de moments où il y aurait pu y avoir intervention de la part d'un président de la République. Souvenez-vous ce que nous avons vécu avec un ancien secrétaire d'État au budget. Alors qu'il y a une ligne qui est infranchissable depuis que le président Hollande a été élu, c'est qu'il n'y a plus d'intervention sur la justice. Pas de cabinet noir? Non. Vous avez lu le JDD aujourd'hui? Oui, je l'ai lu, oui. Il y a 2 notes secrètes de Bercy. Alors, je vais résumer pour les gens qui nous regardent. Fin 2013, Bercy valide le paiement par l'UMP des indemnités infligées à Nicolas Sarkozy. Le 2 juillet, finalement, une enquête est ouverte pour abus de confiance contre Nicolas Sarkozy, suivie d'une enquête judiciaire. Le rendez-vous Fillon-Jouyet, le fameux rendez-vous dont on parle, avait lieu le 24 juin. Ça a été efficace, c'est-à-dire qu'une semaine après... Je pense que vous oubliez un élément important qui me paraît central dans toute cette affaire. C'est que sur les questions de financement, il y a eu même une plainte de l'UMP. Et je trouve plutôt rassurant qu'il puisse y avoir à un moment donné des jugements de l'administration et qu'après, la justice puisse faire son travail. Et je vous le dis, moi, ce qui me paraît le plus important dans tout ce que nous venons d'évoquer, c'est qu'avec le nouveau président de la République, issu du suffrage de 2012, il n'y a plus d'intervention sur la justice. Ce calendrier ne vous surprend pas? Non. C'est bloqué à Bercy, on dit non, il n'y a pas de problème, que l'UMP paye pour Nicolas Sarkozy. Il y a un déjeuner entre le secrétaire général de l'Élysée et François Fillon. Une semaine après, il y a une procédure judiciaire. Je ne pense pas du tout que ce soit ce déjeuner. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une enquête plus profonde compte tenu de la plainte qui a été déposée par l'UMP sur tout cela. Et je pense que c'est cela qui fait la différence. Et je vous le dis, moi je ne veux pas du tout qu'il puisse y avoir une nouvelle fois une espèce d'équilibre. Il y a les affaires de la droite et c'est son problème. Mais il y a le respect de l'indépendance de la justice depuis que le président Hollande est à l'Élysée. Revenons sur Jean-Pierre. Et ça me paraît le plus important. Revenons sur Jean-Pierre Jouyet. Vous pensez qu'il peut rester secrétaire général de l'Élysée? Puisque là, il est avéré qu'en tout cas, il a menti concernant ses propos. Mais qu'il ait eu la volonté de cacher une conversation qu'il peut avoir avec tel ou tel responsable politique, je pense qu'il y a une maladresse. Mais ce n'est pas ce déjeuner qui a pu provoquer la moindre intervention sur la justice. D'abord parce que le secrétaire général n'en a pas le pouvoir. Et puis, il le dit lui-même, si toutes ces informations qui nous remontent sont vraies, il le dit lui-même. Quand il a eu l'échange sur toutes ces questions, oui, quand il a eu l'occasion de rapporter au président de la République sa conversation avec M. Fillon, il l'a dit,
il n'y a aucune possibilité d'intervenir sur ce genre de questions. Et le secrétaire général et le président de la République. Et pour nos institutions et pour la démocratie, ça me paraît simple. Vous, ça ne vous pose pas de problème? Non, ça ne vous pose pas de tout. problème, par exemple, que Jean-Pierre Jouyet, dont on sait que c'est le meilleur ami de François Hollande, que c'est le secrétaire général de l'Élysée, est au courant de l'affaire Bill Malion, de cette demande donc, portée par François Fillon, si c'est le cas, qu'il en parle au président de la République? On efface tout, c'est pas grave. Mais pas du tout, qu'il puisse en parler, c'est normal. Vous savez, moi aussi, j'ai un certain nombre de responsables de l'opposition qui m'ont parlé de ces affaires. Et qui vous ont demandé un coup de main? Mais pas du tout. Ils m'ont fait part de leurs doutes sur ces questions de financement. Mais pour autant qu'il puisse y avoir cet échange entre M. Fillon et le secrétaire général de l'Élysée, mais c'est tant mieux. La démocratie, ce n'est pas la guerre civile. Mais après, le tout est de savoir ce que vous faites de ce genre d'échange. Que même M. Fillon soit révolté par ce genre de pratique. Compte tenu de l'image que j'ai de M. Fillon, ça ne me dérange pas du tout. Mais qu'il puisse y avoir cette sécurité que de dire, quels que soient les échanges qu'ait pu avoir un responsable de l'opposition et le secrétaire général de l'Élysée avec ce président de la République qui a la garantie qu'il n'y a pas d'intervention sur la justice, ça me paraît le plus important. Il y a un petit sujet, c'est que François Fillon, qui est interrogé par le JDD, dans Le Monde, avez-vous évoqué lors de ce déjeuner le dossier des pénalités de Nicolas Sarkozy? Il dit à aucun moment. Comment l'histoire se termine du coup? Non mais attendez, qu'il y ait... Et il parle de complot, hein. Il dit je ne peux pas ne pas voir dans ces attaques invraisemblables une forme de déstabilisation et de complot. Caroline Roux, je vous le dis, qu'il y ait des explications à demander à M. Fillon sur ses rapports avec M. Sarkozy et sur le financement de l'UMP, c'est une chose. Mais pour moi, dans ce dossier, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est est-ce qu'il y aurait pu y avoir d'intervention sur la justice? Et là, c'est non. Mais là, à quel moment vous en avez la preuve pour les gens qui vous regardent? Parce qu'ils se souviennent aussi de ce qui s'était passé. Il y avait eu le cafouillage sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. Christiane Taubira avait dit qu'elle n'était pas au courant et puis elle avait été démentie par son Premier ministre à l'époque. Vous vous souvenez parfaitement de cette affaire. Je vous le dis, qu'il puisse y avoir... Il y a un doute aujourd'hui. Non, qu'il puisse y avoir des expressions mal calibrées, c'est une chose. Sur un sujet comme celui-là, c'est acceptable. Qu'il puisse y avoir un doute sur l'indépendance de la justice, non. Moi, je vous le dis, ça, je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais qu'on puisse même en parler, vous et moi, en l'installant dans l'idée de nos compatriotes. Qu'il puisse y avoir des haines. Fillon, Sarkozy, tout le monde le sait. Qu'il puisse y avoir des échanges entre le secrétaire général de l'Élysée et un responsable de l'opposition, c'est normal et c'est sain pour la démocratie. Mais qu'il puisse y avoir le moindre doute sur l'indépendance de la justice, non. Vous pensez que les Français n'ont pas déjà le doute? Mais le doute, c'est justement dans la pratique qu'on peut le combattre. Quand les Français ont découvert, comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, l'existence d'un monsieur Paul Bismuth, l'existence de magistrats qui auraient pu se retrouver à Monaco, bien entendu que cela peut provoquer un doute sur le pouvoir suivant. Mais dans la pratique, avec le président Hollande, il n'y a pas eu un seul instant, y compris lorsque le pouvoir socialiste a pu être en difficulté, comme ça a été le cas notamment sur l'affaire d'un secrétaire d'État au budget, jamais il n'y a eu la moindre intervention sur la justice. Il y a des enregistrements, Claude Barthelone, qui existent en la possession des 2 journalistes du Monde. Est-ce qu'il faut qu'ils soient publiés? Est-ce que vous avez envie de les entendre? Mais attendez, moi je ne les connais pas, mais il y a tout intérêt sur ce genre de choses à montrer qu'il n'y a pas de secret. Pas de secret pour montrer à la fois ce que sont les échanges qui peuvent exister entre 2 individus, mais pour montrer qu'au bout du bout, ce qui est indispensable aux yeux de nos compatriotes et ce qui est mis en pratique, c'est le respect de l'indépendance de la justice. Il n'y a pas de Paul Bismuth à l'Élysée. Il n'y a pas de cabinet noir à l'Élysée qui se charge d'organiser une riposte judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Écoutez, aujourd'hui... dites-le, comme ça, ce sera clair. Mais je vous le dis. Regardez, j'en prends un exemple. J'ai vu dans une déclaration qui est mise au crédit de l'ancien président de la République qu'il était au courant avant tout le monde, compte tenu des relations qu'il pouvait avoir, des relations sentimentales du président actuel. Et alors? Et vous pensez que s'il y avait un cabinet noir, ce genre de choses pourrait circuler comme ça? Allez, nous revenons à François Hollande et à la mi-mandat. Dans son émission Jeudi soir, François Hollande a tenu à s'opposer en réformateur. Avec une forme de volontarisme, il a réaffirmé sa volonté dans sa 2e partie de mandat de poursuivre et de mettre en place les réformes dont le pays a besoin. Maxime Vauthier. Jeudi soir, à la télévision devant les Français, François Hollande semblait avoir une obsession,
se présentait en grand réformateur du pays. Je dois faire ce que je pense être utile pour mon pays. Et je vais, pendant les 2 ans et demi qui me restent, jusqu'au bout, vous entendez, jusqu'au bout, réformer mon pays, le rendre plus fort. Et ensuite, je me dirais, parce qu'il n'y a que ça qui compte, au bout des 5 ans, quelle que soit la décision que j'aurai à prendre, quel que soit le verdict des Français, le jugement qu'ils porteront sur moi, je veux pouvoir me regarder, si je puis dire, dans une glace. Pourtant, pour ce rendez-vous, François Hollande n'avait pas grand-chose à annoncer, hormis quelques mesures. La fin de l'augmentation des impôts, l'universalisation du service civique, des emplois d'avenir ciblés sur la transition énergétique et une allocation retraite pour certains seniors au chômage. Venu les mains presque vides, le président a dû rappeler les réformes déjà engagées. La réforme de la formation professionnelle, la réforme du marché du travail, la réforme pour que les jeunes puissent avoir un avenir dans le numérique. Je fais les réformes. Et puis après, on va avoir tout un pan de réformes, ce qui va être la loi Macron, avec le travail le dimanche, avec les professions réglementées, qu'on veut ouvrir pour que des jeunes puissent accéder à ces professions. Des réformes à la chaîne qui tardent à porter leurs fruits, provoquant l'impatience du président. Depuis que je suis président de la République, ça c'est un point qui pour moi est insupportable. C'est-à-dire qu'on prend une décision et on met des mois avant qu'elle soit appliquée. Et ça, pour tous ceux qui attendent un emploi, qui attendent une aide pour une entreprise, qui attendent qu'il y ait sur le plan de l'école quelque chose, on leur annonce une mesure, je vous en ai annoncé, il faut que ça s'applique immédiatement. À mi-mandat, le temps du président est compté. Et l'impatience a déjà gagné les Français, comme cette chef d'entreprise qui remet en cause en direct la capacité du président Hollande à changer le pays en profondeur. On paye des charges qui restent démesurément plus importantes. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est les entreprises et les salariés qui doivent vous demander où part cet argent et quelles sont les vraies réformes de structure importantes que vous allez prendre pour nous aligner sur les voisins. Une fois n'est pas coutume, François Hollande s'en remet alors au modèle allemand. L'Allemagne, grand pays industriel, qui a fait depuis longtemps, 10 ans. 10 ans. Et on commençait il y a 10 ans à faire les réformes. C'était Schröder, puis après la coalition des sociodémocrates avec Mme Merkel, 10 ans. Le président Hollande ne laissera à personne d'autre le rôle de réformateur. Manuel Valls ne sera pas le Gerhard Schröder français. S'il y en a un, ce sera lui. Il y a un président de la République, c'est lui qui fixe la ligne. Il y a un Premier ministre et il y a un gouvernement. Vous me demandez si j'ai pu prendre les décisions importantes pour notre pays. Je n'ai cessé de le faire. Quand on fera le bilan, on le fera au bout de 5 ans, mais on peut le faire déjà au bout de 2 ans et demi. Toutes les réformes qui ont été engagées, je les ai décidées moi-même. Et vous ne pouvez pas en citer une que je n'aurais pas engagée. Alors voilà, c'était l'émission de la mi-mandat. Est-ce que vous êtes, en tant qu'homme de gauche, fier de ces 2 ans et demi? Oui, même si ça a été dur. Parce que j'avais bien conscience que sur ces 2 premières années et demie, il fallait réparer. Lorsque je repense, y compris à la campagne que nous avons menée autour du président Hollande pendant la présidentielle, il n'a jamais caché la situation dans laquelle était ce pays. Et j'avais bien conscience que sur cette première période, il fallait réparer. Réparer pour empêcher que nous soyons dans les mains des marchés financiers si l'endettement avait explosé. C'est le problème. Vous avez le sentiment que ça a été réparé. J'ai un tableau pour vous. Le tableau chiffré des 2 premières années, 2 années et demie du quinquennat. Oui. C'est rude. Le bilan économique, il est rude. Le bilan en termes d'emploi. Regardez, chômage, plus 530 000. Déficit, 4,7 en 2012. Pauvreté, plus 3,5% en un an. Logement, 300 000 au lieu de 500 000. Vous trouvez que la France, elle est réparée? Mais il fallait réparer l'ensemble des critères qui, hélas, nous amènent à cela. Lorsque vous avez des entreprises, lorsque vous avez 800 000 emplois industriels qui sont supprimés, lorsque vous avez des entreprises dont le taux de marge s'effondre, où on est en gros à 26% par rapport à 40% en Allemagne, lorsque vous avez, comme on l'a constaté avec le bouclier fiscal, une grande partie de la richesse nationale qui est privatisée par certains côtés, que vous ayez, hélas, sur la traîne du précédent quinquennat, ce genre de chiffres, ça ne m'étonne pas. Donc être au pouvoir pendant 2 ans et demi, ça permet de peser sur aucun de ces paramètres-là. Ça vous permet de préparer la suite.
Si nous n'avions pas eu la volonté de dire on ne peut pas continuer à avoir des entreprises qui ont des taux, des marges qui s'effondrent ou des taux d'épargne qui ne leur permettent pas d'investir, si on n'était pas dans la mesure que nous avons prise en votant l'ANI, l'accord interprofessionnel, pour redonner du sens à la discussion entre partenaires sociaux, s'il n'y avait pas les décisions qui avaient été prises pour notamment créer les 60 000 postes. Ce serait pire, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, c'est pas ça. C'est que c'est la base qui va nous permettre maintenant de préparer dans de bonnes conditions ce nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés. Regardez les 60 000 postes pour l'éducation nationale, ça permet de préparer les femmes et les hommes qui auront à produire, qui auront à faire vivre la démocratie. Donc vous dites aux Français, soyez patients, ça va venir. Je ne dis pas. Parce qu'ils ne sont pas du tout mais patients. Mais justement, je ne leur dis pas ça. Je leur dis, soyez actifs au quotidien. Regardez au quotidien ce qui doit être fait. Regardez... Débrouillez-vous? Mais pas du tout. Si c'était cela le message, mais ce serait une trahison de la gauche. C'est de dire, voilà, avec vous, en améliorant le dialogue social, avec vous, en rétablissant les fondamentaux, avec vous, pour obtenir de l'Europe qu'elle passe maintenant à une vitesse offensive contre le chômage et la désespérance. Eh bien, c'est la préparation de l'avenir. Avec vous, lorsque j'évoque cette belle idée de social-écologie, nous devons construire ce paysage, ce pays plus performant en ce qui concerne le respect de l'environnement. Ce sont des choses qui permettent de dire, voilà, on a arrêté la dérive dans laquelle était économiquement et socialement le pays. Et le nous problème, allons préparer Claude Barthelone, c'est que les Français, ils ont de la mémoire. On leur a dit, on va réorienter l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On leur a dit, vous payez des impôts, c'est difficile, mais les déficits vont baisser et on tiendra les objectifs de Bruxelles. Ils ont vu ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre le président de la République, le gouvernement et le pays. Comment est-ce que dans ces 2 ans et demi, on inverse la vapeur? Est-ce que vous avez une recette, vous? Moi, d'abord, c'est une chose sur laquelle, puisqu'on vient de parler de l'émission du président de la République, moi, je considère que l'audience qu'il a fait n'est pas neutre. Si les Français l'avaient zappé, il n'aurait pas regardé du début à la fin de son émission. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui chez nos compatriotes une volonté de dire finalement ces 2 ans l'ont disqualifié. Non, ils se rendent compte que c'est dur et je vous dirais même plus. C'est qu'il n'y a pas d'envie sur l'ensemble des responsables politiques qui sont présentés par l'opposition. Regardez le retour de M. Sarkozy, on ne peut pas dire que ce soit un chemin de rose. Il y a un désir de Hollande? Il y a un désir de mettre les sacrifices qui leur ont été demandés au service d'un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, nos compatriotes, tout en râlant, et c'est normal quand on a ce taux de chômage, se rendent bien compte que ce qui est proposé par le président de la République peut permettre de construire l'avenir. Quand il dit aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec cette Europe de la désespérance, cette Europe de la règle... Il leur a déjà dit ça. Hein. Sauf que, regardez, l'avantage, c'est qu'au début, on disait c'est une toquade du président Hollande, tandis qu'aujourd'hui, c'est le FMI qui le dit. C'est un certain nombre de prix Nobel de l'économie. C'est même aujourd'hui une grande partie de l'Europe qui disent on ne peut pas continuer à avoir 11% de taux de chômage. Et regardez même la position qui est celle de M. Juncker, qui est de dire il faut mobiliser 300 milliards. Ça va dans le sens de ce qui est dit. Mais et Bruxelles, si vous regardez la dernière note du FMI, qui dit la rigueur n'était pas la bonne manière de régler la période dans laquelle nous sommes rentrés, je le dis, et je vous assure, c'est parce que je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Moi, je pense à tous ces jeunes au chômage, je pense à ces ouvriers, je pense à ces classes moyennes qui doutent actuellement. Mais je leur dis, voilà, il y avait nécessité d'en finir avec le travail de casse qui a été celui du précédent quinquennat pour avoir une chance de préparer l'avenir. Il reste 2 ans et demi. Oui. Vous êtes au perchoir encore pendant 2 ans et demi. Il va y avoir des réformes. Oui. Lesquelles sont prioritaires, lesquelles peuvent vraiment impacter? Et est-ce qu'aujourd'hui, au fond, François Hollande et Manuel Valls on sait que la majorité est étriquée, on sait que c'est très compliqué à gauche en ce moment, qu'il y a des fractures. Est-ce qu'ils ont la possibilité de réformer encore? Et dans quelle direction doivent-ils aller? Il y a 2 choses différentes dans ce que vous dites. Il y a le projet et il y a la stratégie. Alors commençons par le projet, par le fond. Le projet, je viens de commencer à vous le dire. Les semaines qui viennent, les 3 mois qui viennent vont être extrêmement importants au niveau européen. Si on n'a pas maintenant de la part de M. Juncker une description de à quoi doivent servir les 300 milliards pour éviter l'Europe de la déflation, c'est-à-dire une Europe où les entreprises n'investiraient plus, où les consommateurs retarderaient leur achat, où l'on aurait, comme ce qu'a connu le Japon il y a quelques années, une société de la désespérance qui s'installerait,
il pourrait y avoir une grande difficulté. Donc le premier combat, c'est celui... Donc en gros, c'est pas François Hollande, ça se passe au niveau européen. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous dites, je vous pose la question, quelles sont les réformes à mener? Vous dites c'est Juncker. Mais pas du tout, parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les réformes qu'a proposées à la France le président Hollande en disant maintenant il faut qu'on soit attentif au déficit. Maintenant, bien entendu, qu'il faut que l'on fasse des réformes de structure, comme c'est le cas avec la réduction du nombre de régions, comme c'est le cas avec la volonté qui est la nôtre de renforcer les entreprises. Mais dans le même temps que la France fait ses réformes difficiles mais justes, il faut que l'Europe soit au rendez-vous. Vous prenez deux exemples parfaits. La réforme des territoires, oui. On a tout entendu. On va supprimer les départements, finalement on ne les supprime plus. On a entendu, je ne sais même plus, 15, 13, 14 régions. Non, vous allez c'est très confus. Mais... D'une part, on a entendu ça va permettre de faire des économies. On nous a dit même entre 12 à 25 milliards. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus un problème d'économie. Est-ce que vous reconnaissez que parfois vous êtes difficile à suivre? Mais non. C'est la société française qui est aussi complexe. Regardez, alors, je vais reprendre exactement vos remarques et je vais les mettre la carte, du côté négatif au côté positif. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'on parle de la réforme des territoires. Elle va être votée. D'ici la fin de l'année, ce sera voté. Pourquoi faire? Vous savez, vous? Mais bien entendu, parce qu'il faut que l'on ait des régions qui jouent un rôle beaucoup plus important en termes d'investissement et qui permettent de conjuguer dans le même temps des territoires qui connaissent des difficultés et des territoires qui connaissent des richesses. Et ça, c'est pas une avancée. Regardez, mais alors qu'est-ce qu'on fait alors avec l'Alsace? Elle reste toute seule, elle reste pas toute seule? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va revenir à la carte... Midi-Pyrénées, Languedoc. Non mais attendez, on va revenir à la carte qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Là, il y a cette espèce de petit doute parce que le Sénat a remodifié les choses, mais on va revenir à des choses sérieuses très rapidement et on reprendra la carte qui a été voulue par l'Assemblée nationale. Par exemple, la baisse des charges. Autre sujet, des réformes. Vous nous avez parlé de la baisse des charges pour les entreprises. Le président a beaucoup insisté. Les patrons vont manifester, CGPME et MEDEF, pour lutter, pour contester contre la réforme, notamment sur la pénibilité. Ils sont en colère de nouveau, les patrons. Mais attendez, vous avez pu constater... C'est illégitime, cette colère? Mais tout à fait. Quand je vois l'argent qui a été mis en direction des entreprises, qu'ils soient encore aujourd'hui dans le registre de la colère plutôt que d'être dans le registre de la coproduction, je la trouve illégitime, cette colère. Qu'ils me reprennent au cours des 30 années passées un effort à l'identique et aussi important qui a été fait en direction des entreprises. Et je le dis, moi j'ai été parmi les premiers à dire, moi je reconnais que l'entreprise c'est un bien commun. Vous ne m'entendrez jamais dire c'est de l'argent pour les patrons, c'est de l'argent pour les entreprises, c'est de l'argent pour la collectivité nationale. Mais là, ils vont trop loin. Parce que, mais là, ils s'exagèrent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Au lieu d'avoir un partenariat encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui avec les organisations syndicales, nous faire le coup de la souffrance des chefs d'entreprise. Il y a de la souffrance générale dans le pays aujourd'hui. Et qu'ils ne viennent pas me comparer la situation d'un patron avec celles et ceux qui, quelquefois, dès le 15 du mois, ils n'arrivent pas à imaginer comment ils vont vivre le reste du mois. Donc, à un moment donné, il faut que les mots retrouvent... Ça change quoi, ce coup de gueule contre les patrons, au fond ? Comment, pardon ? Ça change quoi, ce coup de gueule contre les patrons que vous faites avec nous ce soir ? C'est de remettre les choses à leur place. Nous avons besoin des chefs d'entreprise. Et quelquefois, dans le passé, on les a trop maltraités. Nous avons besoin des entreprises. Parce que si nous voulons que la France soit audible, comme je le souhaite, au niveau européen, il faut que nous soyons capables de montrer ce qu'est la richesse France. Un sujet qui concerne les Français et qui les énerve. Attention, quand on met 40 milliards sur la table, on ne peut pas dire il n'y a rien de mis. C'est pas possible. Un sujet qui intéresse les Français, qui nous regardent, les impôts. 74% des Français ne croient pas que le chef de l'État tiendra sa promesse de ne plus augmenter les impôts jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce qu'il a bien fait de dire cette phrase ? Mais bien entendu, parce qu'en politique, il faut aussi qu'il y ait du volontarisme. Et les Français, c'est la preuve de leur intelligence. Quand vous prenez 30 milliards d'augmentation par la droite et 30 milliards par la gauche, que vous ayez envie de dire d'abord je vois et après je reconnaîtrai. Donc moi je leur donne rendez-vous au moment où ils recevront leur prochaine feuille d'impôt. Mais aujourd'hui, ils sont censés, les Français. Ils ont tellement entendu de promesses sur le sujet qu'ils aient envie... Y compris du président de la République et du Premier ministre. Mais bien entendu. Et qu'ils aient envie de constater, avant de dire... Mais là aussi, vous voyez, on a changé de temps dans ce quinquennat. Il fallait... J'ai entendu une remarque de Jean-Marc Ayrault, il a eu raison là-dessus, de dire d'abord on a augmenté les impôts parce qu'il ne fallait pas que la France puisse dépendre des marchés financiers. Et on a préservé notre indépendance en faisant cet effort et en demandant cet effort aux Français. Mais maintenant, il faut que l'on réussisse à dire, voilà, il est
Et ça sera un moyen de rendre du pouvoir d'achat, la suppression de la première tranche de l'impôt. Et puis maintenant, il y a cet engagement. Et puisque vous parlez de Jean-Marc Ayrault, il a dit aussi qu'il regrette que Valls s'excuse en permanence du début du quinquennat. Ça m'amène à la visite de Manuel Valls à Pau. Cette semaine, il est allé voir François Bayrou. Et l'idée, c'est de dire, à un moment donné, pour mener les grandes réformes dont la France a besoin, il va falloir faire une espèce de grande alliance de la gauche et du centre pour réformer le pays. Avec votre fougue et la mienne, je vous ai dit d'abord on parle du projet, après on parle de stratégie. On y est ? Pour ce projet, il faut une stratégie claire. Rassembler les socialistes, rassembler la gauche. Avant tout, c'est la base. Vous savez, moi, je suis très mitterrandiste. Il nous a toujours dit d'abord rassembler les socialistes, et il y a encore du travail à faire. Moi, je vois bien les débats entre majorité et minorité du groupe socialiste. C'est indispensable de les rassembler. Rassembler la gauche, les écologistes et les communistes. Et croyez-moi, il y a un petit problème. Est-ce que lui peut le faire? Est-ce que Manuel Valls peut le faire? On ne va pas rentrer dans ce genre de truc. Il n'y a pas de question de personne. Il y a des questions de choix. Dites-le à Pierre Laurent. Le patron du PC qui dit aujourd'hui, dans le JDD, la solution à la situation politique actuelle ne passera jamais autour de Manuel Valls. Quoi ? Monsieur Laurent, pour le moment, a cogné sur tous les responsables socialistes depuis des années. Il ne va pas changer. Et ce serait un autre que Valls actuellement. J'ai bien peur, hélas, qu'on entende le même discours. Mais malgré les phrases de monsieur Laurent, je lui dis, et notamment en vue des prochaines élections cantonales, s'il n'y a pas de rassemblement des socialistes et de la gauche, non seulement il y aura électoralement un moment difficile, mais à la limite, c'est secondaire. Mais il n'y aura aucune chance de faire triompher ce projet qui donne envie aux Français de croire à la lutte contre les inégalités, à la lutte contre la reproduction sociale et à une volonté d'avoir un minimum d'espérance dans le cadre de cette France à la fois industrielle et respectueuse de l'environnement qu'il faut réussir à construire. Comment vous, l'élu Claude Barthelone, vous pouvez dire que des élections, c'est secondaire? Il y a des gens socialistes qui vont aller faire campagne, qui ont déjà commencé et qui vont sans doute se faire battre à cause du bilan. Peut-être que l'expression est mal calibrée, mais je ne veux pas que nos compatriotes n'imaginent que dans les partis politiques, on ne pense qu'au poste. Vous voyez, moi, je souhaite qu'on ait un maximum de conseillers généraux et conseillères générales socialistes, mais ce qui m'importe le plus, c'est qu'on n'aille pas leur demander simplement voter pour moi parce que j'ai une bonne bouille ou quoi que ce soit, mais parce qu'on les rendra envieux du projet politique, social, écologique que j'évoque avec vous depuis tout à l'heure. Et ce serait une façon de montrer que le socialisme, ça existe encore et que le Parti socialiste n'est pas mort. Et ça m'assure une... Non, vous dites non. Non, il voilà, existe, c'est ça. Bien entendu, ça assure ma transition. Il y a 25 ans, la chute du mur changeait le visage de l'Allemagne et de l'Europe et bouleversait l'ordre idéologique d'un monde coupé un quart de siècle plus tard. La chute du communisme n'a pas fini de créer des remous à gauche. Reportage à Berlin, Magali Lacroze et Stéphane Lopez. La lumière fut et le mur réapparut, mais pour 3 jours et pas plus. 25 ans après sa chute, une frontière de lumière sépare Berlin. Souvenir de la fin d'un monde, souvenir du jour où le socialisme est tombé. Oui, le débat était clos. Un nouveau chapitre s'ouvrait ici, maintenant. Avant, tout était incertain. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. C'était le début d'une autre époque, et c'était pour le mieux. Avec leur nouvelle liberté, les Allemands de l'Est découvrent les joies de la société de consommation, l'économie de marché, le libéralisme, mais aussi le chômage et les inégalités sociales. Chez les plus vieux, il y a encore une forme de nostalgie du passé. Mais même eux ne voudraient pas revenir en arrière, en RDA. Malgré tout, je crois que l'idée d'une autre société perdure. Cette idée d'un monde plus juste est restée. Au ministère de l'économie, un Français économiste de gauche est venu prêcher sa bonne parole. L'auteur du best-seller mondial revisite Karl Marx et son Capital, version 21e siècle. Il est invité par Sigmar Gabriel, le ministre social-démocrate de l'économie allemande. You should tax labor income a little less
and wealth a little more. You know, I think this is an issue that goes beyond left and right, and that at some level is just common sense. Et comme l'histoire n'est jamais terminée, Thomas Piketty pense que le socialisme peut renaître, mais sous une forme nouvelle. Pour faire mieux la prochaine fois, il faut essayer de comprendre quels sont les modes de régulation, quelles sont les institutions politiques, démocratiques, fiscales, transparentes qui permettent de mieux réguler le capitalisme, de le mettre au service de l'intérêt général. Donc voilà, moi je suis la première génération post-guerre froide, donc l'avantage c'est que j'ai jamais eu de tentation pour le communisme ou le communisme de type soviétique, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus facile pour ma génération de réouvrir peut-être ces questions qu'à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, les touristes se font photographier devant Checkpoint Charlie, point de passage entre l'Est et l'Ouest, vestige d'une époque où le communisme avait coupé le monde en deux. Vous vous souvenez où est-ce que vous étiez ce jour-là? Oui, j'avais mon père qui était très malade à l'époque et je vivais cette espèce de schizophrénie entre la douleur personnelle et l'espérance collective. Et c'est vrai que chaque fois que je vois ces images, j'ai ces deux moments différents de mon existence qui reviennent et ça crée... je vous parle et j'ai des frissons. Bon, une phrase de Gorbatchev à propos de cette cérémonie des 25 ans de la chute du mur. Le monde est au bord d'une nouvelle guerre froide. C'est lui qui le dit. Non, en l'occurrence, ça c'est une phrase de François Fillon. La phrase de Gorbatchev, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que l'on voit bien que si il devait y avoir simplement le règne du capitalisme financier, parce qu'on est vraiment dans la phase du capitalisme qui est celle du capitalisme financier, on voit bien comment tout cela pourrait amener à de nouvelles tendances. Et au niveau européen, on le voit bien. Qui pouvait imaginer quand on a eu ce rêve européen que l'on allait entendre de nouveau des bruits de bottes sur le continent européen? Et je pense qu'il a raison d'évoquer les murs qui restent à faire tomber. Vous voyez, il parle aussi de Poutine et de l'Ukraine, aussi de cette situation de tension à l'est de l'Europe. Oui, on peut parler de l'Europe, on peut parler des liens compliqués qui peuvent exister encore entre la Chine, le Japon, les États-Unis et l'Asie. On peut parler de ce qui arrive avec Daesh au Moyen-Orient et qui pose une énorme difficulté du Moyen-Orient jusqu'à l'ouest de l'Afrique où j'étais il y a encore quelques jours. Il n'a pas tort. Il peut y avoir des tensions terribles qui pourraient réapparaître au niveau international si on n'y est pas attentif, du petit problème financier comme ceux que peuvent connaître la zone euro, qui est un mur à abattre, là aussi, pour donner une dimension économique et sociale à cette zone monétaire, à des questions géostratégiques, notamment celle du terrorisme, qui est aujourd'hui très préoccupant. Je vous laisse en face à face avec Claude Veil. Il s'est intéressé à votre livre, dans lequel vous évoquez la question des institutions. Claude Veil. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je vous donne du Président parce que vous êtes Président de l'Assemblée nationale. Et c'est au Président de l'Assemblée nationale que je m'adresse en particulier, du poste éminent que vous occupez, surélevé. Il ne vous a pas échappé que le système politique dysfonctionne, que les présidents successifs, depuis des années, semblent voués à l'impopularité et à l'impuissance. C'est comme ça, en tout cas, que les Français le ressentent. De sorte qu'on a l'impression, au fond, que l'élection présidentielle, tous les 5 ans, est l'occasion pour les Français d'élire le bouc émissaire impuissant de leur malheur. Donc, comme toujours en France, ça a suscité beaucoup de réflexions. Le concours Lépine de la réforme institutionnelle est ouvert et la 6e République flotte dans tous les esprits. Tout le monde a la sienne. Mélenchon a sa 6e, Montebourg a sa 6e, et vous avez la vôtre que vous exposez dans ce livre, Je ne me tairai plus, qui consiste en gros, si je vous ai bien suivi, à importer en France le système présidentiel américain, c'est-à-dire plus de chef de gouvernement, plus de Premier ministre, plus de dissolution de l'Assemblée nationale, mais plus de censure non plus du gouvernement. La séparation totale de l'exécutif et du législatif. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? En gros, ça peut aller. Le modèle américain, je ne le reprends pas à mon compte parce que dans le système français, il ne peut pas y avoir le blocage que l'on connaît aux États-Unis, notamment sur la question budgétaire, puisque dans nos institutions, s'il y a blocage sur le budget, à un moment donné, le gouvernement reprend la main. Mais vous voyez, je ferai le lien avec le début de votre intervention. Je pense qu'il faut en finir avec un système dans nos institutions qui allait très bien
au lendemain de la guerre, au moment où De Gaulle, le général de Gaulle nous les a offerts, parce qu'on sortait de la guerre, et on sortait de la guerre d'Algérie, et on sortait des dérives de la 4e. Mais aujourd'hui, avec le système qui existe dans les partis, de la primaire pour être désigné, et de cette élection présidentielle, on a l'impression de donner à un seul individu, homme ou femme, quels que soient ses talents, la capacité de régler tous les problèmes. Le président a trop de pouvoir. Aujourd'hui, c'est pire que ça par certains côtés. C'est qu'il incarne au moment d'une élection présidentielle l'idée qu'il va régler toutes les difficultés sans que l'ensemble de nos compatriotes y soient associés. Et c'en est fini avec la démocratie verticale. Aujourd'hui, parce que jamais le peuple français n'a été aussi éduqué, n'a été aussi informé. Et divisé. Il faut que l'on... Et divisé. Divisé, justement. C'est peut-être aussi contenu dans la 5e, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec ce fonctionnement vertical, il n'y a pas de place pour le compromis. Alors justement, avec ce président responsable devant une assemblée qu'il ne peut pas dissoudre, il y aura nécessité d'installer la base du compromis. Et si vous me permettez une seconde encore, parce que sinon ça va apparaître pour les téléspectateurs une nouvelle fois comme des recettes de cuisine. Pourquoi je souhaite ce changement? C'est que... actuellement, entre un moment où une loi est votée est annoncée sur les marches de l'Élysée et le moment où elle rentre en pratique dans la vie de nos compatriotes, il faut 20 mois. Si tout va bien, dans le cadre d'un quinquennat. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est de plus en plus réclamé par les citoyens, c'est de savoir qui propose la loi, qui la vote, qui l'évalue et comment, le plus rapidement possible, elle peut rentrer d'une manière pratique dans leur existence. Et c'est pour cela que je fais ces propositions. D'accord. Alors moi, vous avez dit qu'il n'y a pas de risque de blocage. C'est précisément là-dessus que je m'interroge. Oui. Parce que le système américain fonctionne qu'à un cas, parce qu'on est dans le bipartisme, justement. Lorsque le président a une majorité contraire à la Chambre des représentants, ça marche très mal. On va le voir. Je ne vois pas très bien comment votre système fonctionne, parce qu'au fond, il y a une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Mais si aujourd'hui, soyons concrets, les socialistes ont la majorité à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement parce que la majorité parlementaire est la projection de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que c'est la primauté d'élection présidentielle qui lui assure quasi mécaniquement une majorité à l'Assemblée. Si on casse ce lien, et si on introduit en plus la proportionnelle, on va avoir une assemblée, c'est même pas la peine que les Français aillent voter, on sait comment ça va être. Il y aura une gauche de la gauche, il y aura la gauche qui ne sera pas majoritaire, la droite qui ne sera pas majoritaire, l'extrême droite qui fera 20 ou 25%. On va avoir un système quadripartite. Comment, avec ça, vous construisez une majorité? Est-ce que ce n'est pas un passeport pour la paralysie? Je ne crois pas. D'abord, il n'y a pas de possibilité pour le shutdown à l'américaine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de blocage dans nos institutions sur le budget. Sur le budget. Donc, puisque... Les autres réformes. Mais sur le reste, vous voyez, si on veut en finir... La réforme des collectivités territoriales dont vous avez parlé. Il n'y a qu'un parti qui est pour, c'est les socialistes, et encore. Si on veut en finir avec cette culture de l'affrontement, il faut redécouvrir la notion du compromis. Et je crois que ça, c'est tout à fait possible. S'il y a l'impossibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée et pour l'Assemblée de renverser le président de la République, on donnera naissance à une culture du compromis. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Entre qui et qui? Il n'y a pas de compromis possible avec Mélenchon qui combat frontalement votre politique. Il n'y a évidemment pas de compromis politique avec le Front National. Donc est-ce qu'il y a un compromis possible, par exemple, avec les réformateurs de droite? Mais d'abord, même avec M. Mélenchon, c'est le système qui provoque cette radicalisation. Mais justement, à partir du moment où il y a cette idée de dire, voilà, on est là sur 5 ans dans la nécessité de trouver des réponses pour nos compatriotes. Et si jamais il y a un blocage total, il y a démission du président de la République et dissolution de l'Assemblée pour remettre les compteurs à zéro, croyez-moi que beaucoup de gens réfléchiront avant d'arriver à... Ou alors joueront avec le feu. Mais vous savez, l'arme nucléaire, elle est faite pour ne jamais être utilisée. Vous n'avez pas répondu à la question sur le centre. La question que vous posez, Claude Weiss, sur les coalitions avec le centre. Vous savez, alors je vais répondre à sa question par une formulation. Mitterrand disait, c'est avec des civils que l'on fait des militaires. Mais moi, je le dis, il peut y avoir à un moment donné l'élargissement d'une majorité. À condition... c'est du Valls, ça. Non, c'est du Valls, mais j'espère bien que Valls est d'accord avec moi sur un principe mitterrandien. Vous êtes d'accord avec lui, en l'occurrence, là. D'abord, rassembler les sociétés. Je ne sais pas qui est... Nous sommes d'accord. Bon. Nous sommes d'accord. Mais d'abord, rassembler les socialistes.
les socialistes, minoritaires ou majoritaires, les rassembler, notamment au niveau du groupe socialiste à l'Assemblée. Après, rassembler la gauche et les écologistes, parce que c'est indispensable. Et après, sur la base d'un projet clair et pas un débauchage individuel, s'il y en a quelques-uns qui, à un moment donné, disent « je suis d'accord sur cette réforme avec vous », je ne vais pas les repousser parce qu'ils sont d'accord avec moi. Quelques-uns, ou vous pensez à des accords partisans plus larges? Je suis contre le débauchage individuel. Regardez, le président Sarkozy... Non, quelques-uns, c'est vous qui avez parlé de quelques-uns. Oui, non, quelques-uns. Un accord politique, ça existe en Allemagne, ça existe en Belgique, ce sont des partis qui s'entendent. Quelques-uns, je ne parlais pas d'individus, quelques-uns sur une opposition diverse. Je ne vais pas vous dire que... La maison commune, vous êtes d'accord ou pas? Mais ce n'est pas une question de maison commune. La maison commune, pour moi, c'est la rue de Solferino. D'abord, rassembler les socialistes. La maison commune, après, pour moi, c'est la maison de la gauche. Rassembler les socialistes, rassembler la gauche, rassembler les écologistes. Et après, s'il doit y avoir une discussion avec d'autres partis politiques qui se reconnaissent dans un projet... L'on verra apparaître maintenant, ce genre de comportement, on le verra apparaître au moment de l'élection présidentielle et un deuxième tour, pourquoi pas? L'expérience malheureusement a montré qu'au gouvernement, ce n'est pas le rassemblement qui a prévalu, ce sont les dissensions. Les communistes ont lâché le gouvernement. Eh bien, je le regrette. Et puis une partie du PS a lâché le gouvernement. Et j'espère bien que les socialistes, les communistes et les écologistes prendront conscience de l'impasse politique dans lequel cette division nous envoie. Mais est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il faut aussi Manuel Valls mettre un peu d'eau dans son vin, dans la façon dont il parle à Europe Écologie Les Verts Vous l'inviterez. Vous l'inviterez. Vous n'avez pas le droit de répondre? Non, non, à la fois... Je dis, vous êtes une parole libre, vous l'avez toujours été. Mais c'est parce que j'ai une parole libre et je ne veux pas que ma parole provoque des difficultés. Si je devais répondre à cette question, dès demain, on sortira encore « Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre Valls et Barthelone ?» Alors que ce pays a besoin de stabilité. Donc, je vous donne quelle est ma position. Non, mais vous avez déjà fait du chemin sur la question du centre, etc. On sent quand même une inflexion dans votre même dans le bouquin qu'a évoqué M. Veil, je le dis. Mais c'est pas... Vous savez, l'élargissement, c'est pas une inversion d'alliance. Rassembler les socialistes, rassembler la gauche et les écologistes, et après, si à un moment donné, un certain nombre de membres, enfin, une partie de la droite se dit face au Front National et les accords qui pourraient apparaître entre une partie de la droite et le Front National, nous sommes en désaccord avec cette stratégie et nous préférons le rassemblement avec la gauche. Dernière question. C'est très intéressant. Dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous vous êtes ouvert au président de la République? Est-ce que vous l'avez sondé sur votre projet de 6e République et comment a-t-il réagi? Vous savez, l'avantage avec le président de la République, c'est qu'il lit tout, il entend tout, mais à un moment donné, il aura à faire savoir ce qu'il pense de ce sujet. Je crois que... je ne crois pas qu'il voit d'un mauvais œil ou d'une mauvaise oreille ces débats qui existent au sein de la gauche. Parce que trop souvent, nous sommes plaints du silence à la fois des intellectuels et du silence de la gauche, qu'il puisse y avoir des propositions comme ça. J'espère que ça lui sera utile, notamment au moment de la prochaine élection. La proportionnelle pour 2017, c'est possible ? Sur une part de proportionnelle, bien sûr. Oui, on est encore dans les délais. Oui, oui, écoutez, je l'ai entendu au moment de son émission, il a eu raison, il n'a pas voulu polluer, entre guillemets, le contact qu'il voulait établir avec les Français sur une question institutionnelle, mais il a eu l'occasion de le dire, on y reviendra. Une petite question quand même, puisque dans votre livre, vous dites qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre, alors que partout on lit... Ça me donne l'occasion de vous poser la question directement, que vous êtes candidat, en tout cas que le poste de Matignon vous intéresse. Écoutez, Manuel Valls a même dit il veut prendre ma place, je ne la lui laisserai pas. Non, je pense que Manuel peut avoir des moments de pulsion, mais on a toujours, je vous assure, hein, même dans des moments où on a pu avoir des petites tensions, on a toujours conservé un lien, on se téléphone, y compris pour se faire des remarques. Et je vais vous dire une chose, quand j'ai dit que c'était une faute, l'idée d'en finir avec le Parti socialiste, et le premier qui m'a téléphoné, c'est lui. Et croyez-moi, on ne s'est pas engueulé, on a discuté. Et vous croyez qu'il ira jusqu'au bout, qu'il fera les 5 ans ? Pour le pays, je vous l'ai dit, je souhaite stabilité et confiance. Stabilité et confiance. Et à un moment donné, ce n'est pas la ligne politique ou le chemin politique des uns et des autres qui compte. Non, mais à un moment donné, va se poser la question du rassemblement de la gauche que vous avez évoqué. Est-ce qu'il peut le faire ? Mais c'est à lui de le démontrer. Ah ben voilà. Mais c'est à lui de le démontrer. Moi, je suis persuadé. Regardez, je vais prendre cet exemple que vous connaissez les uns et les autres. Au moment où il a été nommé, il a essayé d'avoir les écologistes au sein de son gouvernement. Bon.
Après, pour le reste, demandez-lui. Non, on l'invitera. Merci beaucoup, Claude Veil. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine, avec un débat qui est ouvert. Les JO de 2024. D'un côté, on a senti l'extrême enthousiasme du président de la République. De l'autre, une certaine forme de réserve de la part d'Anne Hidalgo qui a défendu une méthode. Vous êtes dans quel camp? Au milieu. Oui. non, mais c'est un peu facile. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a la foudre le président de la République a raison. Moi, je souhaite pour le pays à la fois l'exposition universelle et les Jeux Olympiques, parce que ce serait un formidable moyen de mobiliser la jeunesse, l'énergie de ce pays et de montrer que la France est de retour. Et dans le même temps, j'entends Anne qui dit je veux savoir combien ça peut coûter. Et vous voyez, entre les deux, c'est pas moi qui me situe juste au milieu d'entre eux, c'est l'ensemble des Français. C'est à eux de démontrer qu'ils les veulent, ces Jeux Olympiques. Il faut qu'ils se mobilisent. Bien sûr. Il faut éviter les erreurs que nous avons commises au moment de notre dernière candidature, où on donnait peut-être l'impression que c'était un tout petit groupe qui se mobilisait pour ces Jeux Olympiques. Et je sais que M. Lapassé est dans cette idée. Il veut que ce soit une inspiration des Français. Et si c'est ça, on les aura. On parle aussi de Paris. La dernière fois que vous êtes venu sur le plateau de C'est Politique, vous nous aviez dit que vous étiez candidat pour le Grand Paris. Oui. Vous avez avancé? Vous avez remarqué que l'on a pris vraiment une pile aux dernières élections municipales et que du coup, la gauche n'est vraiment pas majoritaire de ce Grand Paris. Mais je dois vous dire que pour le moment, c'est peut-être le dossier qui me fascine le plus, sur lequel je suis dans une situation de désespérance. Parce que les esprits de boutique, notamment chez un certain nombre de responsables des Hauts-de-Seine, ont repris le pas et j'ai l'impression que ce dossier est encalaminé. Une autre image, Sivins, là c'est une manifestation qui a eu lieu à Toulouse avec des débordements. Il y a eu des manifestations de lycéens aussi ce week-end, de manière un peu disparate. Est-ce qu'il faut surveiller ce mouvement-là? Est-ce qu'il vous fait peur, ce mouvement de cette jeunesse qui... Non, que la jeunesse de France soit capable de ce coup de cœur devant la mort de Rémi. Comment ne pas le comprendre? Mais dans le même temps, vous voyez, je vais vous dire une chose, je ne vais pas répondre directement à votre question. Je ne voudrais pas que s'installe dans notre jeunesse ou dans une partie de notre pays l'idée que les policiers ou les gendarmes sont des ennemis. On a besoin de ces ouvriers de la fonction publique pour assurer l'ordre public et je ne voudrais pas qu'au travers de cet acte terrible, de cet accident effroyable, il puisse y avoir une coupure entre nos forces de sécurité et le pays. Une dernière image, Barack Obama, on a vu que vous l'avez rencontré dans le portrait tout à l'heure qui vous était consacré. Les Républicains l'ont emporté. Lui, il va connaître la vraie cohabitation jusqu'à la fin de son mandat. Vous le voyez plutôt bien parti pour tirer profit de la situation? Je peux faire un lien entre la France et eux? Allez-y, vous Regardez avez 15 Obama. secondes. Il est à 40% dans les sondages. Ouais, Ils sont devenus indépendants au niveau énergétique. Ils ont de la croissance et dans le même temps, il a subi une défaite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un lien entre la France et l'Europe et les États-Unis. Les Américains aujourd'hui ne savent plus à quoi ils servent. La Pax Americana, ils voient bien que c'est compliqué. Du coup, ils sont à la recherche d'un modèle, à la recherche d'un sens à donner à leur aventure collective. Je pense que nous avons la même difficulté, et en France et en Europe. Nous allons passer maintenant aux questions des téléspectateurs. Avec cette première question, pensez-vous que le Sénat ait encore sa place dans nos institutions? Je l'écris dans le bouquin. Je pense qu'il faut en terminer avec le bicaméralisme tel qu'il a existé jusqu'à présent. Et je fais la proposition que le Conseil économique et social soit regroupé avec le Sénat pour avoir beaucoup plus un rôle de consultation qu'un rôle de navette qui, quelquefois, pollue la loi et donne des délais d'adoption de la loi trop longs. Vous y allez fort, vous supprimez Matignon, vous supprimez le Sénat. Vous voyez, bon. Je suis dans le cadre de la simplification. C'est ça, oui, on a bien compris. Certains réclament la réduction du nombre de députés dans le but de faire des économies. Qu'en pensez-vous? Et je le propose aussi. Pas pour faire des économies. Allez, on supprime les députés. Non, pas pour faire des économies. Je pense que dans le cadre du travail d'expertise, d'évaluation de la loi, il faut que les parlementaires aient plus de moyens. Et comme aujourd'hui, je vois mal comment on peut augmenter le budget, dans le cadre de la fin du cumul, je souhaiterais qu'il y ait moins de députés, mais qu'ils aient beaucoup plus de moyens pour évaluer la loi. Je suis pour 400 députés. Pourquoi 400 ?
parce que j'ai fait un calcul quasi mathématique pour essayer de voir quelle peut être la bonne représentation sur chacune des régions et quel peut être vraiment le travail qui pourrait leur être assigné, à la fois d'études d'impact, de vote de la loi et d'évaluation de la loi pour qu'ils soient reconnus par nos compatriotes. Ce serait possible de le faire d'ici à 2017, ça ? Ça me paraît difficile. Là, il faut que ce soit le contrat passé au moment d'une élection présidentielle. N'est-il pas difficile de faire preuve de neutralité politique quand on est président de l'Assemblée nationale ? Ah, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase que j'ai eue en direction de mes collaborateurs dès que mes pairs m'ont élu en tant que président de l'Assemblée. Je leur ai dit, je ne suis pas la reine d'Angleterre. À la fois, lorsque je préside, je veux, parce que la démocratie, c'est pas la guerre civile, avoir un respect de la majorité de l'opposition, mais dès que je descends du perchoir, je suis un militant politique. Un homme de gauche. Parce que ce débat politique, c'est un moyen aussi de renforcer la démocratie. Votre soutien au président est-il inconditionnel ? Tout à fait. Tout à fait. Quelles que soient les erreurs, s'il y en a ? Non, dans le cadre de la règle qu'il a présentée lui-même aux Français, il a dit, voilà, si je ne réussis pas à faire reculer le chômage, comment voulez-vous que je sois candidat ? Mais parce que je pense que nous allons y arriver avec le soutien de nos compatriotes. J'espère bien qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc la victoire est possible pour François Hollande à la prochaine présidentielle. Ça aussi, mais je vous l'ai dit, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'envie. Regardez, messieurs Sarkozy, Fillon, regardez dans quel état ils sont. Écoutez les téléspectateurs qui vous interpellent. Oubliez-vous que la part de Français approuvant François Hollande n'est que de 13%, et encore, vous dit ce téléspectateur. Il a raison. Mais dans le même temps, je vais donner l'impression de me répéter. Aujourd'hui, dans le pays, il n'y a pas d'envie. Et si jamais ce que je ressens, qu'après avoir eu le temps de la réparation, nous réussissons le temps de la préparation sociale et écologique dans ce pays, vous verrez, on en reparlera au moment du début de la prochaine campagne des élections présidentielles. Les impôts locaux en Seine-Saint-Denis devraient-ils être augmentés avec la mise en place du Grand Paris ? Non, au contraire. C'est aussi pour cela que je soutiens cette idée du Grand Paris, pour arriver à une péréquation plus juste. C'est pas normal que, notamment en Seine-Saint-Denis, l'on ait à accueillir les populations les plus pauvres, que nous soyons le département le plus jeune et le plus pauvre de France, et que l'on ait, en termes de recettes, bien moins que d'autres collectivités qui ont les ressources et qui n'ont pas les dépenses sociales. Le PS va-t-il imploser ? Que feriez-vous dans ce cas ? Mais je ferai tout pour qu'il n'implose pas. Je pense que les responsables socialistes et les militants socialistes savent ce qu'ils représentent au regard de l'histoire, ce besoin de socialisme pour les prochaines années et au regard de la période actuelle. Donc, vous verrez. En tous les cas... Donc les fractures qu'on voit en ce moment à l'Assemblée, des frondeurs qui sont à peu près toujours entre 35 et 40 à ne pas voter forcément les textes présentés par le gouvernement, ça c'est un épiphénomène, ils vont rentrer dans le rang ? Et non, j'y fais très attention. Ah bon ? Moi, quand même. Je ne parle pas de frondeurs, je parle de minoritaires. Mais s'il y a un lieu où ils savent qu'ils peuvent venir parler, être écoutés et essayer d'établir le compromis, c'est bien dans mon bureau. Donc, vous êtes un facilitateur, vous êtes... Oui, bien sûr. Oui. Je crois trop à cet indispensable rassemblement des socialistes pour les mépriser parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la majorité. Peut-être qu'il va vous aider à vous rassembler, lui. Que pensez-vous du retour de Nicolas Sarkozy ? Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ben, écoutez, ses propos, sa manière d'être, il n'a pas changé. Merci beaucoup, Claude Merci Barthelone. C'est la fin invitation. de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi pour C'est dans l'air à 17h50. Dans un instant, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Passez une très belle soirée sur France 5.